Sud Radio, l'œil de l'expert. L'œil de l'expert, il s'imposait aujourd'hui. Bonjour Jean-Paul Brigelli. Bonjour Valérie. Vous êtes enseignant, essayiste français. Bah oui, français, c'est sûr. Vous avez publié La fabrique du crétin vers l'apocalypse scolaire, paru aux éditions de l'Archipel. Je précise que vous êtes normalien, agrégé de lettres, que vous avez enseigné pendant 45 ans. D'ailleurs, la conclusion est assez émouvante de votre livre, où ce livre est une forme aussi de regard sur ces années écoulées, sur l'évolution de l'éducation nationale. Vous aviez publié en 2005 La fabrique du crétin, qui est un livre qui avait très très bien marché, la mort programmée de l'école. Les premières épreuves ont commencé aujourd'hui, l'épreuve du bac philo, avec aujourd'hui donc épreuve importante. Je vais juste lire les premières lignes de votre introduction. Aujourd'hui, l'école est morte, l'éducation nationale décédée, lettre suit, écrivais-je en 2005 en ouverture de La fabrique du crétin. Bon, ceux qui sont lettrés sauront que la parodie du début de l'étranger se voulait drôle. Je suis obligée aujourd'hui de l'écrire au premier degré. L'école est morte. C'est ce que vous dites dans ce livre. Et vous dites que ce n'est pas un bug, ce n'est pas c'est voulu, ça a été voulu. L'état de l'école aujourd'hui est une chose programmée, voulue. Oui, absolument. Ça a été décidé dans le courant des années 60, n'en déplaise aux gaullistes qui pensaient que De Gaulle contrôlait ce genre de choses. Ça a été décidé par, non pas les ministres n'ont aucun pouvoir, hein, il faut être sérieux là-dedans. Ça a été décidé par le directeur de l'enseignement scolaire qui s'appelait René Haby et qui va devenir par la suite ministre de Giscard d'Estaing. C'est lui qui a décidé le collège unique au moment même où le président décidait le regroupement familial. Et voilà. J'explique dans ce livre qu'il y a un rapport d'ailleurs entre les deux. Oui, c'est très intéressant ça, ce que vous dites, rapprochement familial et conséquences, c'est la massification de l'école. C'est là où ça a commencé. Ben, c'est un peu comme on a baissé la barre de façon à ce que tout le monde arrive à sauter en hauteur 20 cm. Vous voyez, on ne cherche plus à dégager une élite. On a décidé par avance de qui serait l'élite. Ce sont ceux qui vont dans les lycées, les bons lycées correspondant à des arrondissements fortunés, et qui sont les enfants de l'oligarchie au pouvoir. Et on a décidé, protocole de Lisbonne 1999-2000, que 90% des élèves seraient confinés dans une inculture globale qui fait les affaires, ma foi, de Uber Eats d'un côté, de Netflix de l'autre côté et du canapé par ailleurs. Oui, c'est ce que vous dites, que en fait c'est pour créer des consommateurs avant tout. Voilà. Elle a besoin de consommateurs semi-illettrés, susceptibles d'être déplacés comme des pions dans un système ubérisé, des pieds à la tête, abrutis de télévision, manipulés à chaque élection pour la plus grande gloire d'une caste en auto-remplacement. Mais tout ça partait d'un bon sentiment, souvent comme toujours, c'est-à-dire de vouloir laisser une classe plus défavorisée accéder au savoir. Or, il n'en est rien. Le bilan que vous dressez, vous, après 45 années d'enseignement, est que l'ascenseur social, il fonctionne pas tellement mieux. En fait, c'est simple. En classe, plus on fait de démagogie et plus on porte tort à ceux qui n'ont pas tété la culture avec le sein familial. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en clair, plus on est défavorisé au niveau culturel ou linguistique, et plus au contraire, il faut apprendre, en mettre une louche encore plus lourde. Alors, je voudrais avant tout m'adresser aux parents des candidats d'aujourd'hui, qui s'inquiètent de ce que sa progéniture est en train de plancher sur la philo. Les copies ne parviennent plus entre les mains des correcteurs. Elles parviennent par écran via un logiciel qui s'appelle Santorin. Ce logiciel est contrôlé par l'Éducation nationale et ce logiciel a la capacité de modifier les notes en temps réel de façon à ce que les notes mises correspondent à l'espoir décidé en amont d'une réussite à 98%. Non. C'est pas la peine d'être statisticien. Non. Ça a été dénoncé par l'association professionnelle des profs d'histoire-géographie hier. Mais comment ça se passe? C'est-à-dire que vous êtes prof, vous corrigez vos copies?
Vous êtes prof, vous avez déjà la consigne de ne pas mettre de note inférieure à 8. Oui. Voilà, parce que c'est facile, on sait que si on met trop de notes inférieures à 8, automatiquement, à l'arrivée, on n'a pas le lot de réussite espéré. Donc, ces notes sont automatiquement relevées. Et elles ne sont pas relevées à 10. La moyenne des épreuves actuellement tourne autour de 14. Je n'en veux pour preuve que le fait qu'il y a aux alentours de 30% de mentions bien et très bien. Alors, je ne sais pas ce que vous avez eu au bac, Valérie, mais une mention assez bien, il y a une vingtaine d'années, c'était honorable. Une mention très bien, actuellement, c'était rarissime. Merde. Voilà, il faut être clair. On claque 900 millions d'euros. Le bac, c'est un prix, hein. 900 millions d'euros pour quelque chose qui n'est même plus du symbolique, qui n'est même plus un rite de passage, qui est une façon de camoufler la baisse généralisée du niveau. Alors, je ne sais pas si vous aviez vu, c'était sur Boulevard Voltaire, il reproduisait des consignes qui ont été adressées aux enseignants pour l'Académie d'Orléans-Tours. Je ne sais pas si vous avez vu passer ce papier. Donc maintenant, les élèves peuvent avoir un texte surligné avec des signets. Et puis, il y a des consignes de bienveillance. Donc, si le candidat a oublié de lire un texte à voix haute, le texte à voix haute, leur examinateur doit l'interrompre et lui signaler avec bienveillance cet oubli. Donc la calinothérapie est de mise, hein, c'est ce qu'il nous dit. Il faut noter la lecture, ce qui montre que c'est devenu un défi, dit un enseignant, parce qu'ils sont souvent incapables de le lire. Mais il y a effectivement des conseils de bienveillance, des mots qui sont proscrits aussi dans les corrections, insuffisants, non faits, absents. Enfin ça c'est plus dans l'accompagnement peut-être en cours d'année, mais il y a une démission aussi totale des enseignants, non? Comment vous réagissez peut-être différemment, mais de jeunes enseignants qui sont confrontés à ça? Les jeunes enseignants font ce qu'on leur dit de faire. J'allais dire font là où on leur dit de faire, parce que c'est à peu près ça. Hein. Le bac est devenu une extension du domaine du bisounours. Vous voyez? C'est-à-dire que la réalité va, à un certain moment, ils vont se heurter au mur de la réalité. Mais ils ne vont pas se heurter tout de suite, ils vont se heurter à bac+3, à peu de choses près. Jusque-là... Donc c'est une perte de temps totale. Voilà. De temps, d'énergie, et puis surtout une fabrique de frustration absolument terrible. Vous n'avez qu'à demander à votre caissier de supermarché ce qu'il a fait comme étude. Ça ne m'étonnerait pas qu'il ait une licence en de psycho, socio, quelque chose comme ça. On a dit pareil. Oui, hier, pour le bac pro, il y a eu, parce qu'on a le lot de remontées depuis que le bac a commencé, donc les lycéens professionnels qu'on posait sur le français, à la sortie de l'épreuve, certains se sont plaints de mots trop compliqués dans l'énoncé, dont le mot ludique. Ludique était un mot incompris pour des lycéens qui passaient le bac pro. Et autre remarque, un prof qui nous dit, alors vous avez dit, aujourd'hui la copine de mon collègue surveillait une épreuve de bac. Dans la salle, il y avait 12 élèves et une horloge. C'est pratique pour surveiller le temps restant. Au bout d'un moment, elle s'est rendue compte que 4 élèves sur les 12 ne savaient pas lire l'heure sur une horloge. Eh bien, dans un très grand nombre d'établissements, dorénavant, il y a des horloges qui écrivent l'heure avec des chiffres, parce qu'effectivement, ils ont tenu compte du fait que les élèves ne savent pas. Alors, je reviens sur ludique. Il est évident que dans un monde où on ne dit plus joueurs, mais gamers, ludique est un terme qui appartient à un passé. Et il faudrait d'ailleurs, très sérieusement, condamner les inspecteurs qui ont laissé passer un sujet comme le jeu est-il toujours ludique, c'est un beau sujet d'ailleurs, entre nous soit dit, parce que le terme même de ludique est effroyablement élitiste. Comme de toute façon, à la limite, les correcteurs auront des ordres pour tenir compte du fait que le sujet était quelque peu incompréhensible et que toute page, allez, 1 à 2 pages, écrite dans un français approximatif, mérite déjà la moyenne. Une petite parenthèse, il se trouve que j'ai lu le livre Guerre de Louis-Ferdinand Céline, et à la fin, il y a un lexique.
Et je me suis rendu compte que je connaissais la plupart des mots du lexique et qu'il y avait des mots comme rombière qui aujourd'hui ne parlent à personne. Enfin, je ne suis pas non plus de l'époque de Louis-Ferdinand Céline, mais il y a des mots ça m'a sidéré qu'on mette ça dans un lexique chez Gallimard à la fin d'un livre de Louis-Ferdinand Céline. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un appauvrissement aujourd'hui du vocabulaire. Surtout si on pense au lectorat potentiel estimé oui, par Gallimard de la lecture d'un livre de Céline. Ouais. Que l'argot évolue, Oui. ça c'est normal, c'est sa nature argotique. Qu'actuellement ce soit plus qu'une langue de banlieue vaguement anglicisée, très bien. Mais les gens qui lisent Céline, normalement, doivent savoir ce que veut dire rombière. Mais non, parce que ce qu'il faut voir, c'est que dans la baisse de niveau général, les élites elles-mêmes ont beaucoup baissé. D'ailleurs, on s'en aperçoit, on n'a qu'à voir le personnel politique. Il vise pas très haut quand même. Ouais, vous évoquez évidemment la laïcité, on va en reparler nous dans un petit instant. Et puis défense et illustration de La Fontaine, j'ai beaucoup aimé ce chapitre où, alors là aussi je tombe de ma chaise en voyant, vous dites que vous commencez l'année scolaire. Pareil pour les classes préparatoires, par interroger sur la fable de La Fontaine. Et un grand nombre ne la connaissent pas. Et en plus ne comprennent pas ce qu'elle signifie. Eh bien, ils ne la connaissent pas parce que ça fait déjà pas mal de temps que les inspecteurs les plus pédagogues, si je puis dire, ou pédagogistes, pour dire vrai, interdisent pratiquement la récitation et le par cœur. Ils appellent ça psittacisme, c'est joli, hein, psittacos, c'est le perroquet. Il faut que l'élève sorte l'information de lui-même et construise lui-même ses propres savoirs. Moyennant quoi, à force de les construire, il ne sait rigoureusement rien. Et La Fontaine n'est maîtrisée, je le dis, en classe prépa, que par les élèves qui arrivent de très bons lycées, dont une grande partie de lycées privés. Voilà, c'est-à-dire ceux qui ont appris La Fontaine au départ. Le problème même, c'est que ce qu'on leur a dit sur une fable comme Le Corbeau et le Renard est tellement aberrant, est tellement déshistoricisé, mais l'histoire elle-même, on sait ce qu'on en a fait. On nous a coupé véritablement de l'histoire nationale, a fortiori de l'histoire de la littérature, à tel point qu'on en reste à la flatterie, c'est vraiment pas bien. Oui. Bon, là encore, les bisounours sont frappés. Oui, c'est un livre au vitriol. En même temps, il y a beaucoup de tendresse pour vos élèves, pour l'enseignement. Vous voulez transmettre. Hein, c'est ce que vous dites aussi, que ce métier, vous l'avez aimé, vous l'avez exercé pendant 45 ans, mais vous avez vu aussi ce qu'il est devenu aujourd'hui. Tant les enseignants qu'on recrute aujourd'hui via du speed, pas dating, mais du recrutement. Vous voyez, même le ministère de l'Éducation parle emploie ce mot de speed. Mais vous dites, en fait, à tout respecter, on ne progresse pas. Enseigner, c'est violer chaque jour davantage, ébranler le patrimoine, le matrimoine. Et nous ne sommes pas là pour amener la paix, mais la guerre aux poncifs, aux idées reçues, aux certitudes. Et ce n'est pas ce que fait l'école aujourd'hui. Eh bien oui, il est évident qu'aujourd'hui, je vous rappelle que le jeu, c'est de donner la parole à l'élève a priori, même pas a posteriori. Ouais. C'est écouter l'élève. Et l'élève, en général, c'est un petit être qui n'est formé que par les poncifs qu'il a entendus à la maison, à la télévision, etc. Et il vous les ressort avec cette certitude qu'il assène automatiquement, qui est c'est votre avis, mais c'est pas le mien, comme si son avis avait une quelconque valeur. Mais on croit actuellement, d'ailleurs, il n'y a pas de problème, que l'avis de l'imbécile vaut celui du spécialiste et du professionnel. Mais autre anecdote, on pourrait échanger longtemps. Une amie qui travaille dans une chaîne de télévision d'information me racontait qu'elle envoyait les photos de les bons titres, comme on dit, avec la légende, et que la personne en charge de faire ça faisait des fautes d'orthographe qu'elle n'avait pas faites, elle. Et il y avait 2 fois par jour, et il met un S à jour. Et elle me dit non content. Je lui dis non, jour, il n'y a pas de S. Mais il dit mais si, il y a un S. C'est-à-dire qu'il pense avoir raison en disant mais il y a plusieurs fois, donc il y a plusieurs jours. Et donc, il n'y a même plus, c'est une personne d'un âge certain, l'autre est un jeune stagiaire, mais il lui répond qu'il a raison. Donc, vous savez, quand dans une copie d'Hippocagne, il y a 7-8 ans,
j'ai lu « Il les plante » avec un S à plante, parce que les plantes vertes probablement, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de pourri dans le royaume de France, mais un inspecteur vous dirait que au fond, l'élève a eu le sentiment du pluriel et que c'est bien tout ce qui compte. Oui, moi je peux vous raconter ma fille, il y a fort longtemps, qui avait eu un prof en CE1, qui avait corrigé, ou en CE2, qui avait corrigé, elles sont parties ENT. Et donc on avait un petit peu remué avec les parents, et on nous a expliqué que ce professeur, c'était il y a quand même pas loin de 25 ans, avait un très bon projet pédagogique. Et donc, voilà, son projet pédagogique était bon, donc bon, il faisait des fautes d'orthographe, mais que c'était pas si grave que ça. Ça, c'était il y a plus de 25 ans. Donc, on imagine que les individus, et ce que vous racontez dans le livre, c'est-à-dire qu'on a formé pour consommer, non pas pour réfléchir, sont arrivés à maturité aujourd'hui et on continue à former ces générations-là. Oui, alors d'autant que, il y a un peu plus de 20 ans, j'ai eu le même problème avec une institutrice de mon fils qui faisait plein de fautes et une inspectrice dépêchée en renfort, sachant que j'en disais beaucoup de mal, nous a dit, de toute façon, d'ici 20 ans, il y aura des correcteurs orthographiques qui corrigeront tout à la place des gens. Ce n'est pas la peine de leur apprendre des connaissances qui ne leur serviront jamais à rien. Sur cette base-là, comme oui. après tout, on trouve tout dans Wikipédia, je pense qu'il vaut mieux s'arrêter totalement d'apprendre. On trouvera tout, effectivement. Et quand on cherchera pyramide, P-I-R-A, dans le Wikipédia, Google, ouais. eh bien, Google vous le corrigera tranquillement. Donc on s'en fout. Suggérant, ouais, PY, c'est peut-être mieux. Ouais. Et voilà. Mais c'est pas que un mot sur notre ministre de l'Éducation qui a annoncé pour septembre une grande concertation autour de l'école. Vous pourriez lui envoyer votre livre, ça lui donnerait peut-être des idées. Alors j'espère qu'il l'a déjà lu. Oui. Nous sortons de la même école, nous avons passé les mêmes concours, etc. Il a des références. Je ne suis pas sûr qu'en septembre il soit toujours là en revanche. Je lui souhaite bonne route. Et pour le moment, je n'en dis pas de mal. Il faut donner sa chance au produit. Bien sûr, mais on a l'impression que c'est un peu comme la mission Flash sur les urgences, c'est-à-dire de la concertation, des Grenelles, des commissions, des machins, alors qu'on sait quand même à peu près ce qui dysfonctionne. Mais est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous pensez que ça peut changer? Non. Non, parce que c'est un processus lent, inexorable. Et de toute façon, pour reprendre l'idée de concertation, quel est le politique, Valérie, qui avait dit qu'en France, quand on veut enterrer quelque chose, on crée une commission? Voilà. Eh bien, on aura donc une très très belle commission avec des syndicats qui, les uns après les autres, feront de très belles déclarations et il n'en sortira rien. À lire absolument La Fabrique du crétin vers l'apocalypse scolaire. C'est passionnant, c'est urticant, c'est utile. C'est aux éditions L'Archipel. Jean-Paul Briguelli, merci. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci à vous. Et on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio.